C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la création de 2 zones d'intérêt militaire au Burkina Faso. Annonce du président de transition, Paul-Henri Damiba. Il a présidé hier un conseil supérieur de défense où des décisions importantes ont été prises. Khalid Oussi vous en dira plus sur ces décisions. Il est avec nous sur ce plateau. Les détails dès le début de ce journal. Ces manifestations à Bankas, dans le centre du Mali, des dizaines de personnes ont défilé pour réclamer la protection de l'État après le massacre de plus de 130 civils dans des villages voisins. Un massacre attribué à des djihadistes, décryptage dans un instant. Et puis Sadio Mané change de maillot, il va jouer pour le Bayern Munich. L'international sénégalais va signer son contrat et porter les couleurs du grand club allemand. Les réactions à Dakar à la fin de ce journal. Le colonel Paul-Henri Damiba, président de la transition au Burkina Faso, a présidé hier un conseil supérieur de défense où des décisions importantes ont été prises. Il a entre autres annoncé la création de 2 zones d'intérêt militaire dans le nord du pays. Pour plus d'informations, avec nous sur ce plateau, Khalid Oussi. Bonsoir Khalidou. Bonsoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez notre correspondant au Burkina Faso et que vous avez couvert l'actualité pendant plusieurs années dans le pays. Khalidou, en quoi consistent ces zones d'intérêt militaire ? Effectivement, le président Damiba a annoncé la création de 2 zones d'intérêt militaire dans le Sahel et l'Est du pays. Pourquoi ces régions ? Parce que ce sont les régions les plus touchées par les attaques terroristes ces dernières années. Donc concrètement, c'est quoi une zone d'intérêt militaire ? C'est une zone de combat, une zone de guerre. Et d'ailleurs, le président Damiba et les autorités burkinabées ont invité les populations habitant dans ces zones à quitter ces zones, car ce sont des zones de guerre, il y aura beaucoup de combats, pour aller vers d'autres zones plus paisibles. Reste à savoir où et comment, parce que je vous rappelle qu'au Burkina Faso, il y a 2 millions de déplacés internes, ce qui représente 10% de la population totale. Il y a aussi comme annonce la création d'une BVDP, une brigade de veille de défense patriotique, qui regroupera l'ensemble des VDP du pays. Je vous rappelle ce que c'est les VDP. Les VDP sont les volontaires de la défense de la patrie. Ce sont des supplétifs civils de l'armée créé en 2019 pour intensifier les actions contre les groupes terroristes. Leur champ d'action sera principalement le renseignement et l'opérationnel. Dernière annonce, désormais, et c'est nouveau d'ailleurs, désormais il y aura des sanctions qui peuvent aller du disciplinaire au pénal contre les militaires qui désertent en zone de combat ou les militaires qui auraient un mauvais comportement envers les populations. On peut dire que c'est à demi-mot ils avouent à demi-mot que par le passé, il y a pu avoir des dérives comme des exactions des forces de sécurité burkinabées ou des VDP contre les populations, des dérives qui ont été documentées largement par des organisations des droits de l'homme comme Amnesty International ou des confrères qui ont fait beaucoup d'articles sur ces dérives. Mais l'ancien régime a toujours fermé les yeux dessus. Et ces dérives ont eu pour conséquence de briser la confiance entre les populations et les forces de sécurité, et qui en a profité, les groupes terroristes, car ils ont récupéré des populations frustrées. Et donc on peut dire que c'est le début d'une justice sociale tant réclamée par les Burkinabés. Et je vous rappelle par exemple que lors du massacre de Yirgou, c'est un massacre qui s'est déroulé le 1er et le 2 janvier 2019, plus d'une centaine de villageois avaient été tués, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de procès. Alors Khalidou, dans quel contexte surviennent ces annonces ? L'annonce intervient près d'une semaine après l'attaque terrible de Seitenga, où 86 personnes, selon un bilan officiel, ont été tuées. Une attaque attribuée à l'État islamique. C'est l'une des attaques les plus meurtrières du Burkina Faso ces dernières années. Et tous les regards sont désormais tournés vers le politique, en la personne du président Damiba, qui, je vous le rappelle, lors du coup d'État du 24 janvier dernier, avait justifié ce coup d'État par le fait que son prédécesseur, Roch Marc Christian Kaboré, était en incapacité d'apporter la sécurité aux Burkinabés sur l'ensemble du territoire. Donc près de 6 mois après le putsch, le président Damiba est confronté aujourd'hui à un regain de violence qui a fait plus de des centaines de victimes dans les régions du Nord et du Sahel principalement. Et donc, vous l'aurez compris, le président Damiba est déjà sous pression. Alors justement, on va en parler du président Damiba. Il a rencontré aujourd'hui son prédécesseur, Roch Marc Christian Kaboré, dont on avait presque oublié qu'il était toujours privé de liberté. Effectivement, le président Damiba a rencontré aujourd'hui
Jean-Baptiste Ouédraogo, un ancien président, et Roch-Marc Christian Kaboré pour évoquer la transition et les questions sécuritaires. Rappelons que le président Kaboré n'est toujours pas libre, il est en résidence surveillée, bien qu'il ait pu regagner son domicile familial, c'était en avril dernier. Et rappelons que le médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, l'ancien président nigérien, était le week-end dernier au Burkina Faso et il a exigé la libération immédiate de l'ancien président Kaboré. Rappelons également que le prochain sommet de la CEDEAO est le 3 juillet prochain à Accra. Voilà, donc une rencontre sous la pression de la CEDEAO. Merci beaucoup, Khalid pour votre décryptage. Je vous en prie. La colère des populations civiles au Mali. Des dizaines de personnes ont manifesté mardi à Bankas, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre de plus de 130 civils attribués à des djihadistes dans des villages voisins où la recherche de disparus se poursuit encore. Écoutez l'analyse d'Ousmane Diallo, chercheur Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Depuis 2016, il y a un cycle de violence communautaire avec la montée de la Katiba Massina. Et des représailles qui ont eu lieu sur des membres de la communauté Peul accusés d'être de connivence avec la Katiba Massina, ce qui a entraîné un cycle de violence intercommunautaire. On note qu'il y a des représailles contre les populations civiles dans le cercle de Bankas, fait par la Katiba Massina, ce qui est relativement nouveau comparé à l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est beaucoup plus enclin à attaquer les populations civiles pour les intimider d'une certaine manière, comme on a pu le noter au cours des derniers mois dans le cadre de leur offensive dans la région de Menaka, mais aussi dans l'Anchawach, dans la région de Gao, où des centaines de civils aussi ont été tués dans le cadre des attaques de l'État islamique dans le Grand Sahara. On reste dans le Sahel, au Niger plus précisément, alors que 4,5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, est contraint de rationner les réfugiés. Toute la région d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est est concernée. Pourquoi cette décision? Les explications d'Harold Girard, notre correspondant à Niamey. Les réfugiés ici au Niger particulièrement vulnérables en raison des attaques à répétition contre les populations, eux aussi voient leur situation alimentaire se dégrader au fil de l'année. Alors même que dans le pays, aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Le PAM n'a d'autre choix que de réduire les rations de la quasi-totalité de ses bénéficiaires. Les finances manquaient déjà au début de l'année, mais la guerre en Ukraine a capté une grande partie de l'attention des principaux bailleurs de fonds qui soutiennent l'action humanitaire. Aujourd'hui, les réfugiés reçoivent 80% de leur ration. Ça nous a contraints à réduire leur ration à 80%. Et pour les autres catégories, donc les populations déplacées internes et les communautés hautes, on est contraint à 65% des rations. On fait tout cela avec beaucoup de mécontentement, mais on est obligé de le faire pour pouvoir assister la plus grande partie des personnes qui sont dans le besoin. Cette année au Niger, la période de soudure, la période la plus critique au niveau alimentaire, entre la fin des récoltes de l'année dernière et le début des nouvelles de cette année 2022, est prévue pour durer 2 fois plus longtemps qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire 6 mois, de ce mois de juin jusqu'au mois de novembre prochain. Le Programme alimentaire mondial a annoncé que pour revenir à une situation d'équilibre et fournir toutes les populations bénéficiaires à 100% des rations auxquelles elles ont droit, l'organisme aurait besoin de 46 millions de dollars supplémentaires cette année. Le cercueil de Patrice Lumumba a quitté Bruxelles aujourd'hui et va arriver prochainement à Kinshasa au lendemain de la remise par la Belgique d'une relique du corps de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné en 1961. L'occasion pour les Congolais de Belgique de célébrer une dernière fois leur héros national sur une place bruxelloise qui porte son nom depuis 2018. L'occasion aussi pour les associations qui se battent pour sa mémoire depuis des années de marquer cette étape décisive. Écoutez. C'est une étape très importante parce qu'il y a 4 ans, quand on a mis en place cette place Lumumba, il y a beaucoup de membres de la famille qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'avaient pas de visa. Leur relation n'était pas bonne. Et aujourd'hui, toute la famille est présente. Le Premier ministre a eu un discours extraordinaire. Le roi également, le Premier ministre du Congo également. Donc je pense qu'il y a eu des messages forts entre les deux pays. Je ne voudrais pas qu'il s'agisse simplement d'une certaine hypocrisie, parce que par exemple, je suis étonné que l'on restitue la dent après 60 ans,
mais sans que l'on puisse organiser pratiquement un procès qui nous clarifie pratiquement sur les différentes responsabilités. Ça va permettre, je pense, à l'âme et à l'esprit de M. Lumumba de reposer en paix. Mais pour nous, le combat n'est pas encore terminé. On a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des combats qui doivent se mener en justice, des combats qui doivent se mener dans les rues, d'autres combats qui doivent se mener au Parlement. Et on va vraiment ici continuer à faire le maximum de boulot. Et voilà, on ne va pas arrêter. Le combat continue. Vaut mieux la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Alors, je me demande un peu pourquoi avoir attendu longtemps pour faire ce genre de manifestation. C'est vrai que c'est avec beaucoup de peine, mais le plus important, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Ils ont quand même accepté, ça soulage nos cœurs. Nous qui étions panés à l'époque, aujourd'hui, on peut aussi dire que M. Lumumba va reposer en paix. Voilà, propos recueillis par notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. La saison des pluies en Côte d'Ivoire et son lot de catastrophes. Abidjan a été durement touché dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 5 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans des inondations après une nuit de pluie torrentielle. Un bilan des pompiers qui ont été mobilisés dans les nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne. Les précisions de notre correspondant Samuel Bernard. À travers toute la ville, chaque quartier a sa propre histoire. Des éboulements de terrain, des voitures emportées par les eaux, des voies inaccessibles. Là où nous sommes rendus, c'est un mur anti-inondation qui a cédé. Les habitants ont été surpris à 5h, 6h du matin avec un niveau atteignant plus d'1 mètre à l'intérieur de leur maison. Écoutez leur témoignage. Il pleuvait, bon, il tonnait, grandement il tonnait. On ne savait pas quoi faire. Et bon, comme ça, le voisin a crié au secours, sautez, sautez. Bon, la clôture a cédé. Et dans ça, nous sommes échappés. Quand c'était comme ça, on avait déjà fait sortir les enfants parce que nous, on voyait que la pluie durait. Donc, on s'est dit que vraiment, il faut prendre des précautions. La journée s'est déroulée au rythme des mauvaises nouvelles. En milieu de journée, les autorités ont annoncé le décès de 4 enfants. À notre arrivée dans le quartier de Bingerville, c'est le corps d'un conducteur de taxi qui a été retrouvé. Des morts qui auraient pu être évitées selon les habitants, en particulier donc, pour cette femme que nous avons interrogée, dont la maison a été inondée. Pour elle, les autorités pourraient mieux anticiper ces épisodes de pluie. Vraiment, nous ne comprenons pas. Nous, on se dit qu'il y a un silence. Franchement, on ne sait pas à quel niveau, mais il faut que le dossier soit pris en main. Parce qu'on nous demande non, de bouger. Bon, des gens ont acheté des maisons, plusieurs sont à la retraite. Comment ils vont faire? Ils sont obligés de rester sur les lieux. Faute de dispositifs anti-inondation efficaces, les autorités privilégient souvent des évacuations définitives. Début juin, elles ont d'ailleurs annoncé un grand plan d'évacuation qui concerne 25 000 personnes. Mais pour l'heure, aucune proposition de relogement ne leur a été proposée. Et avant de fermer ce journal, cette information qui intéresse les fans de football, c'est officiel. Sadio Mané quitte le club anglais de Liverpool pour signer chez les Allemands du Bayern Munich. La star sénégalaise est arrivée ce mercredi matin à Munich pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Son transfert estimé à 40 millions d'euros est très bien accueilli au Sénégal. La correspondance d'Eliman Dao. 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool, je ferai ce qu'ils souhaitent. C'est là des propos de Sadio Mané tenus lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal de football devant les journalistes. En signant au Bayern Munich, Sadio Mané vient d'une certaine manière de satisfaire à une demande populaire. Il est considéré comme une légende absolue du football sénégalais, surtout depuis la dernière victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations et ce pénalty victorieux face à l'Égypte. Sadio Mané jouit d'une forte cote de popularité auprès des Sénégalais qui approuvent son choix. Écoutez. C'est une très bonne chose dans la mesure où son contrat avec Liverpool est arrivé à expiration. Et comme l'équipe de Bayern aussi, c'est une très bonne équipe. Et je pense que c'est un bon choix. Sadio Mané, il est un bon footballeur. Il joue pour gagner. Il ne joue pas pour marquer, mais il joue pour gagner. Il joue pour gagner. Il donne la passe, il fait effort encore. Donc j'espère que lui, il va réussir là-bas. Au Sénégal, tous, on lui souhaite le meilleur pour lui. Parce que vraiment, il le mérite. Il est notre fierté, vraiment. Vraiment, on lui souhaite tout le meilleur du monde, vraiment. Parce qu'il le mérite. Après avoir tout gagné à Liverpool en Angleterre, Sadio Mané se fixe cette saison de nouveaux objectifs, parmi lesquels la Bundesliga, le championnat allemand de football, tout comme la Ligue des Champions, et espérer, en faisant une bonne Coupe du Monde en fin d'année avec le Sénégal, peut-être de gagner le Ballon d'Or, le trophée récompensant le meilleur joueur de football au monde. Voilà, et vous pourrez toujours compter sur notre champion Eliman Dao pour vous donner des nouvelles de Sadio Mané. C'est la fin
du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.